Merci beaucoup. Et moi aussi, je suis ravi d'être avec vous, même si c'est très court, parce que c'est à 45, mon alarme va sonner et il faut que je cours prendre ce train qui part ça me fait peur, et dans 35 minutes. Quel est le pont à faire entre ce qui vous préoccupe et ce qui me préoccupe? Je vais essayer de faire très vite. Euh, la neurobiologie, dont on ne parlait pas tellement il y a encore un certain temps, nous apprend des choses très intéressantes sur nos fonctionnements. Par exemple, on avait cru jusqu'ici que chacun d'entre nous venait au monde avec un cerveau programmé pour être bête ou intelligent. Alors on a cru ça, on a créé des catégories, il y avait ceux qui étaient bêtes et puis il y avait ceux qui étaient intelligents. Puis comme c'était génétique, puisqu'on pensait que cet état était génétique et qu'on venait au monde ainsi programmé par notre programme génétique, par nos gènes, eh ben, on venait au monde bête ou intelligent. Et puis on se tenait à sa catégorie, puisque c'était de plus, bien sûr, héréditaire. Qui dit génétique dit héréditaire. Alors à l'époque, on n'avait pas encore découvert l'épigénétique qui nous dit que, contrairement à ce qu'on croyait jusqu'ici, rien n'est gravé dans le marbre de tes gènes. Ceci dit, on avait fait ce constat et tout l'ordre du monde repose encore de nos jours sur cette idée profondément ancrée dans nos têtes qu'il y a des gens qui sont bêtes et qu'il y a des gens qui sont intelligents et que c'est comme ça. Or, récemment, on a découvert que dans les cerveaux des jeunes de nos jours, la zone qui commande les mouvements du pouce est considérablement plus développée que la même zone dans le cerveau des jeunes d'il y a 50 ans. Et oui, c'est dû à l'usage intensif des SMS. Vous remarquez, en plus, l'étude date d'une époque où il y avait encore des touches au téléphone. Et donc, il y a un chercheur qui a dit, mais attendez, ça remet tout en question. Si le cerveau s'est développé, ça veut dire qu'il n'était pas programmé génétiquement, mais qu'il s'est développé selon l'usage qu'on en a fait. Et ça a un peu tout bouleversé, et ça mettait le cerveau au même titre que d'autres organes capables de se développer comme tous les autres organes, surtout comme un muscle qui se développe selon l'usage qu'on en fait. Du coup, il y a des pédagogues et des neurobiologistes qui à l'époque travaillaient ensemble, qui ont décidé d'inventer un programme de musculation cérébrale afin que nous ayons tous de très très gros cerveaux. Donc 5 langues à l'école maternelle, sudoku au petit déjeuner, du chinois dans le ventre de la mère. Et tout ça n'a pas marché. Et ça a d'ailleurs été poignant pour ceux qui avaient inventé ces méthodes. Ils disaient, ça marche tellement bien pour l'écriture des SMS, pourquoi ça ne marche pas du tout pour l'apprentissage des mathématiques? Il manquait un détail, une découverte très récente. Et elle est la suivante. Notre cerveau se développe lorsque nous l'utilisons avec enthousiasme. Et voilà le mot qui est la clé des choses, et la clé du millénaire. Et c'est extraordinaire que la neurobiologie nous apporte la preuve d'une chose que nous savions tous. On savait tous, on le sait tous, on ressent tous. On sait que l'enthousiasme nous donne des ailes, nous rend capables de tout, de dépasser toutes nos limites. L'enthousiasme nous rend géniaux. Ça, on le savait, mais maintenant la neurobiologie nous montre ce qui se passe. Elle nous montre que quand nous nous enthousiasmons, au bout des longs filaments sont sécrétés des neurotransmetteurs neuroplastiques qui agissent sur le cerveau comme de l'engrais. L'enthousiasme, c'est l'engrais du cerveau. Maintenant, on le voit. Alors là, c'est très intéressant parce que ça peut changer notre rapport à l'enfance. Et du coup, ça peut aussi changer notre rapport à nos collaborateurs. Parce que dans le cerveau d'un enfant, on a mesuré une tempête d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes. Toute personne qui fréquente un peu des petits-enfants l'aura remarqué, un enfant de 2 à 3 ans éprouve une tempête d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes. Pour une raison toute simple, les enfants ne connaissent pas de hiérarchie entre les matières et entre les métiers. Ils n'ont pas de raison de s'enthousiasmer davantage pour les mathématiques que pour le tricot, ni pour le métier de l'astronaute plutôt que pour le métier du laveur de carreaux. Et donc, ils s'enthousiasment pour tout, et on peut constater que le cerveau d'un enfant baigne dans un bain d'engrais cérébral portable en permanence. Vous voulez peut-être savoir à quelle fréquence un adulte, en moyenne mondiale, éprouve la même quantité d'enthousiasme qu'un enfant éprouve toutes les 2 à 3 minutes? 2 à 3 fois par an. Oui, c'est la moyenne mondiale et ça fait peur parce que dans cette salle, j'en vois certains qui s'enthousiasment plus que 3 fois par an. Vous savez ce que ça signifie? Toi, par exemple, je soupçonne que tu t'enthousiasmes 9 fois par an. Tu sais ce que ça veut dire? Que tu as piqué la part de 2 autres qui, dans le temps où tu t'enthousiasmes 9 fois, ne peuvent pas s'enthousiasmer du tout. Ça explique beaucoup des problèmes de ce monde. C'est toute ta faute. Mais je tiens à nous rassurer tous ici. Justement,
l'enthousiasme est la seule ressource strictement inépuisable sur cette terre. Plus on en fait usage, plus il y en a. Et pour répondre maintenant à une question à laquelle je ne pourrais pas répondre tout à l'heure, qui est comment réallumer cet enthousiasme. Vous ferez un constat tout simple, c'est un état natif, c'est l'état de nos enfants, donc c'est le nôtre aussi. Celui qui nous rend capable de tout, c'était le nôtre. On ne peut pas vous faire une piqûre d'enthousiasme, on ne peut pas vous forcer à être enthousiaste. L'enthousiasme, il n'a qu'une caractéristique, il est contagieux. Et pareil, la neurobiologie nous dit, si on veut apprendre quelque chose, retenir une information, il faut forcément qu'elle nous enthousiasme. Il faut forcément qu'elle active nos centres émotionnels. Sinon, l'information entre par une oreille et sort par l'autre. C'est pour ça qu'on a admis que dans notre société, chacun ait oublié jusqu'à 80% des choses qu'il a dû apprendre. Et vous remarquerez que les 20% que vous n'avez pas oubliés étaient toujours les 20% qui, d'une manière ou d'une autre, étaient liés à une émotion. Cette émotion-là, c'est l'état de base de tous nos enfants. Et pour faire un pont vers ce qui vous concerne, nous voulons tous voir chez nos adultes certaines qualités que l'on peut résumer en concentration, sérieux, constance, faire et de refaire la même chose, capacité à dépasser ses propres limites, liberté et créativité. Toutes ces qualités-là sont précisément les qualités de nos enfants lorsqu'ils jouent. Toutes les qualités que vous voulez voir chez vos collaborateurs sont les qualités intrinsèques de chacun d'entre nous. C'est là. Il suffit de ne pas l'enterrer sous toutes sortes de choses auxquelles je vous laisserai réfléchir. Nous voulons tous que nos adultes aient certaines qualités. Nous voulons tous que nos enfants, un jour, soient des adultes heureux. Nous le voulons tellement que nous en oublions une chose primordiale et tout simple, tellement naïve qu'on ose à peine la dire. Si nous voulons des enfants qui un jour seront des adultes heureux, il faut peut-être aujourd'hui, sous leurs yeux, vivre ce que c'est un adulte heureux. Ils ne peuvent pas le deviner. Et si vous voulez des collaborateurs enthousiastes, il n'y a pas 36 solutions. Soyez enthousiastes. Je suis absolument convaincu qu'il n'y aura pas de paix sur Terre tant que nous ne serons pas en paix avec l'enfance. Et tout ça, ça passe par notre rôle de modèle et d'exemple. Nous sommes tous, pour les enfants de ce monde, pour nos collaborateurs, des exemples. Nous voyons dans nos enfants le passé, ce que nous avons été ou que nous aurions pu être, ils voient en nous leur futur, l'adulte qu'ils seront un jour. C'est à la fois merveilleux, ça peut faire peur, c'est une responsabilité qui nous revient. Il me revient aussi la responsabilité de quitter les lieux, malheureusement, je serais bien resté avec vous un peu plus longtemps, mais pour résumer ce que c'est un modèle, je veux utiliser une chose dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'intervention précédente. À mes yeux, le plus grand modèle qui soit, pour moi, c'est mon papa. Mais j'ai pas du tout envie d'être mon papa. Non, mais il est tellement lui qu'il me donne envie d'être autant moi que lui et lui. Et c'est comme ça que nos enfants regardent ce qui les inspire, et vous prendrez l'enfant en tant que métaphore, et ce qui les inspire, c'est nous. C'était une invitation. Je vous souhaite beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de confiance. Alors André, que je vous conseille de lire, a écrit ce bouquin Et je ne suis jamais allé à l'école. Je me suis dit tout à l'heure, je me suis fait cette réflexion que moi j'aurais pu écrire Et je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école 20 ans, comme je pense bon nombre d'entre vous. J'ai été un élève qu'on appelle brillant, un gentil élève. Hein. Il fallait étudier, j'étudiais, il fallait faire des devoirs, je faisais des devoirs, il fallait avoir des bonnes notes, j'avais des bonnes notes. Donc j'ai fini par avoir, au bout de 20 ans, quelques centaines de milliers d'informations ingurgitées, peut-être un peu moins de devoirs, mais quand même pas mal. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur en poche. Et puis
il y a à peu près 19 ans, hein, c'était aussi en septembre, je me souviens, j'étais chez mes parents, j'ai dû rentrer dans la vie active, comme on dit. C'est aussi ça, il faut se poser des questions, que la vie active, elle commence après les études. Et je me suis retrouvé donc à devoir chercher du travail, et à l'époque on n'avait pas encore internet, c'était en 98, donc je me suis mis à une table avec une feuille blanche et je devais écrire ma première lettre de motivation. Je pense que tout le monde a vécu ça, et bah, moi personnellement, bah, c'est là où j'ai eu une belle claque, parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'avais passé 20 ans sur les bancs de l'école, euh, et je me suis aperçu qu'en 20 ans, j'avais pas eu cette possibilité, en tout cas l'école ne m'avait pas donné cette possibilité de découvrir quelles étaient mes motivations intrinsèques, ce que André appelle l'enthousiasme. Qu'est-ce qui m'enthousiasmait dans la vie? euh, Bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un bouquin de lettres de motivation type, j'ai commencé à écrire, je suis parti chez Alstom, parce que mon manager de l'époque était vraiment quelqu'un de sympa, donc voilà, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, au moins avoir un manager sympa pour travailler. Et puis j'ai eu une carrière, comme on l'a dit, une carrière dans le monde du conseil en entreprise. J'ai fait de l'excellence opérationnelle, j'ai accompagné pas mal d'entreprises dans leur recherche de performance en utilisant des méthodologies que vous devez connaître, type Lean, Six Sigma. Et puis il y a quelques années, m'apercevant que ça marchait pas très bien, en tout cas que c'était pas forcément pérenne dans le temps, j'ai proposé à mes clients de remettre l'humain au cœur de leur dispositif, et donc de travailler à réorganiser leur entreprise en prenant en compte l'humain, qu'on appelle encore bien trop souvent des ressources ou de la main-d'œuvre. Voilà, et je finis avec la petite histoire parce que je pense que moi j'aime bien, parce que je pense que je me retrouve beaucoup, j'aurais pu être à vos côtés d'ailleurs aujourd'hui et non pas face à vous. Il y a 6 ans, je suis devenu papa pour la première fois d'une jeune demoiselle. Ça m'a fait un effet, de fou de voir cet être vivant apparaître sous mes yeux, une boule d'énergie, de créativité, d'imagination. Et ce que disait là aussi André, je me suis retrouvé face à un individu qui avait toutes les qualités intrinsèques, qui n'attendait que de se développer en fait. Et là, je me suis juré qu'elle n'irait jamais à l'école. Voilà, tout simplement. Alors j'ai failli à ma promesse, parce qu'elle a fait 2 années de maternelle, elle a fait la petite et la moyenne section. Très dur pour moi, parce que je voyais déjà un couvercle se fermer sur ces merveilleuses qualités de curiosité, d'imagination, de créativité, de confiance en elle, d'expérimentation, tout ce qu'on recherche en entreprise aujourd'hui, de prise d'initiative, de relationnel. Et là, je me suis dit non, ça suffit. Là aussi, pour la petite histoire, je l'ai avoué tout à l'heure à André, je suis tombé sur le bouquin d'André Stern, j'ai lu ce bouquin, ça m'a donné ma 2e claque de ma vie. Je me suis dit, waouh, un enfant, il est capable d'apprendre sans avoir besoin d'une tierce personne. Et j'ai monté une école. Voilà, j'ai monté une école qu'on appelle école démocratique. C'est une école que moi j'appelle une école réinventée, qui je pense est l'école du futur. En tout cas, l'école dont a besoin notre société qui fait face à de forts enjeux sociétaux, économiques, écologiques. C'est une école vraiment totalement différente de ce qu'on peut connaître de l'école. D'ailleurs, certains d'entre vous, après ma présentation, penseront sûrement que ce n'est pas une école. C'est une école où, en fait, la principale mission de cette structure, c'est de permettre à des individus, qu'on appelle enfants, d'identifier et développer leur motivation. De développer leur confiance en eux, et pour ce faire, de leur permettre, de leur offrir un cadre de liberté bienveillant, sécurisé, facilitant, qui leur permet d'expérimenter pendant leur journée ce qu'ils veulent en fait. Donc dans notre école, on n'a pas de cours, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de rythme scolaire, il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'élèves, il y a des membres qui aujourd'hui vont de 3 ans et demi à 42 ans, c'est moi.
Et donc c'est un véritable lieu de vie en fait. Chacun dans sa journée va vivre ce qu'il a envie de vivre. Il va aller vers les activités qu'il a envie de faire et par ce biais d'acquérir une multitude de compétences et de connaissances basées sur sa motivation intrinsèque. Voilà le fondement même de cette école. C'est une école qui en fait ne fait pas grand-chose, ne propose pas grand-chose à ses membres. On parle de pédagogie du futur, alors c'était pas le titre initial, je vous révèle petite chose, moi j'avais parlé alternative, moi je disais école alternative ou alternative à l'école, ou pédagogie alternative ou alternative à la pédagogie. Chez nous on n'a pas de pédagogie en fait. Le sens étymologique de pédagogie c'est guider l'enfant. Chez nous on ne guide pas l'enfant, on le laisse vraiment faire ce qu'il a envie de faire. Alors faire ce qu'il a envie, ça ne veut pas forcément dire lui permettre tout ce qu'il a envie. C'est-à-dire que être libre de faire ce qu'on veut, c'est différent de faire n'importe quoi. Et on peut avoir beaucoup de parallèles avec aussi le monde de l'entreprise. Voilà, aujourd'hui on a des enfants qui sont heureux, qui se développent, qui ont confiance en eux, qui n'ont pas peur de faire des erreurs, parce qu'il n'y a pas de jugement chez nous, il n'y a pas d'évaluation. Quelque chose qui est aussi très important chez nous, c'est l'égalité. Il n'y a pas d'hiérarchie dans notre école. Ça aussi, ça peut vous parler. Il n'y a pas de hiérarchie dans les âges, il n'y a pas de hiérarchie dans les fonctions. Qu'on ait 4 ans ou 42 ans, on a les mêmes pouvoirs, pouvoir de s'exprimer, pouvoir de proposer, pouvoir de décider. Toutes les décisions qui sont prises et qui ont un impact sur le collectif sont prises lors de nos conseils d'école, qui sont nos conseils d'administration, et chacun a la possibilité de participer et de voter. Il y a aussi beaucoup de fraternité dans notre école. Le multi-âge, la diversité de sexe, d'âge, de profils socio-culturels, qui pour certains et de plus en plus est négatif. Et pour nous une force, la diversité c'est une richesse. On voit des plus petits qui vont demander de l'aide à des ados, et des ados qui prennent plaisir à aller aider les plus petits. Donc on voit qu'il y a des besoins qui sont mutuellement satisfaits. Il y a énormément d'intelligence collective, parce que cette interaction fait que des gens découvrent des centres d'intérêt communs, et donc montent des projets ensemble. Que ça soit d'aller, comme il n'y a pas très longtemps, acheter un chien pour s'en occuper, ou monter un film d'animation, ou aller découvrir une partie de l'histoire. Il y a beaucoup d'intelligence collective dans notre école. Et là, c'est important, et j'insiste aussi parce qu'on est une société aujourd'hui qui est de plus en plus basée sur l'individualité. En tout cas, nos écoles font en sorte de nous mettre en compétition, et donc de développer des relations qui sont basées sur des rapports de force. Chez nous, on souhaite que ce soit des relations qui soient basées sur des rapports de sens. Voilà. Donc il n'y a pas de compétition chez nous parce qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de jugement. Donc on a vraiment le droit d'être qui on est et qui on veut. J'ai encore un peu de temps ? 2 minutes, d'accord. Voilà ce que je voulais dire. Alors pour faire le parallèle avec le monde de l'entreprise, d'ailleurs je suis vraiment ravi, je le répète, je l'ai déjà dit au groupe précédent, mais d'avoir été invité à cette convention de l'APM, c'est de pouvoir faire le lien entre éducation et le monde du travail. Moi, mon constat, il a été de dire, quand j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise, de voir des entreprises qui avaient une réelle envie de changer, ou un réel besoin de changer, parce qu'aujourd'hui, on est dans un système fortement concurrentiel où les entreprises ont besoin d'être compétitives. Je m'aperçois qu'il y a cette envie de vouloir changer les choses dans le monde des adultes, et comme on me le disait dans ma présentation, on continue à formater nos enfants dans le même moule, même modèle qui atteint inexorablement ses limites. Donc je pense que c'est réellement important de prendre conscience que les enfants d'aujourd'hui seront les collaborateurs de demain. Et ce que vous recherchiez, ou en tout cas ce que les entreprises recherchaient il y a 200 ans lors de la révolution industrielle, c'est-à-dire de la main-d'œuvre qui, à la Chaplin,
obéissante, faisait des tâches, des monotâches. Aujourd'hui, on a besoin de gens qui sont créatifs, on a des gens qui ont besoin de prendre des initiatives, on a besoin de gens qui savent collaborer entre eux. Et ça, si l'école ne change pas, ça sera peine perdue de vouloir changer les entreprises, les organisations, parce que vous aurez des fournées de gens qui ne seront plus adaptés en fait. Donc voilà, donc j'insiste sur le fait que l'éducation est un pan très important du monde de l'entreprise de demain. Voilà, merci pour votre attention. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Charles Caillet, donc je suis professeur d'université et j'enseigne la génétique et la biologie moléculaire à des étudiants en faculté de médecine, de sciences et aussi d'école d'ingénieurs. Bref, un prof normal. Ça fait 25 ans que je fais ça et franchement j'adore faire ça. Pas de frustration particulière. Et puis, il y a 4 ans, je me suis posé la question suivante. Est-ce que tous mes étudiants ont forcément envie d'apprendre la génétique telle que je leur enseigne ? Alors, je leur ai proposé la chose suivante, tout en les étonnant. Je me souviens très bien, c'était quasiment il y a 4 ans, jour pour jour, ils étaient devant moi, dans une belle salle de ce type-là, les meilleurs élèves assis au premier rang, au milieu, les élèves de niveau un peu plus moyen, et au fond, les étudiants un peu moins intéressés par la génétique, imaginant que dans d'autres matières, ils se disposent différemment. Alors je leur ai dit, voilà, je suis votre prof de génétique, c'est moi qui vais vous faire cours dès le semestre prochain. Avez-vous envie que je vous fasse cours de la même manière ? Avez-vous envie d'être assis comme ça, consommateur, écouter tout ce que je vais vous transmettre ? Ou bien voulez-vous être un peu plus actif ? Avez-vous envie que je vous considère un peu différemment et puis qu'on puisse travailler ensemble ? Innovation pédagogique, oui, pourquoi pas ? Ils ont testé plus ou moins avec d'autres enseignants des méthodes un peu particulières, classe inversée et autres. Mais moi, ce que je leur ai proposé il y a 4 ans, c'était vraiment quelque chose de très original. J'aurais dit, voilà, j'ai bien pensé pendant les vacances, et ce que je vous propose n'a jamais été réalisé. C'est une méthode très facile, elle est résumée en une seule phrase. À partir de maintenant, je ne ferai plus rien, et vous ferez tout. Le do it yourself. Autrement dit, vous allez construire les cours par vous-même et vous les enseigner. Déjà au premier rang, je voyais certains étudiants devenir un peu pâles. Je leur ai dit, voilà, c'est très simple. Tout est disponible, la connaissance est partout, bibliothèque numérique, réseau, internet et autres. Il suffit juste d'aller chercher, d'avoir du discernement, de trier et de ne plus rester comme ça en consommateur à écouter ce que le prof, le sachant, l'expert vous envoie. Vous savez, moi je connais le cours de génétique depuis très longtemps, ça fait 25 ans que j'enseigne, ça fait 25 ans que je redouble, donc je vous envoie 100% de la connaissance, vous en retenez peut-être 50, 60, 70%. Est-ce que vous ne pourriez pas le travailler différemment ? Donc charge à vous maintenant, pour tout le semestre, d'aller chercher l'information, de rédiger les cours, de les construire, de monter les chapitres, de les produire, de les diffuser, de les éditer, de vous les transmettre, de vous les dispenser, de vous poser des questions. Charge à vous de monter l'examen, les questions. Vous allez écrire les questions, vous allez monter les barèmes, vous allez distribuer les copies, vous allez ramasser les copies, vous allez les corriger, vous allez faire les moyennes. Il y en a même un qui m'a demandé qui sera payé là-dedans. Moi toujours, puisque c'est une expérience, il faut expérimenter. On peut avoir une idée créative, mais si on veut transformer cette idée créative en innovation, c'est-à-dire lorsque l'idée originale rencontre la main de l'utilisateur, l'usager, qui a une valeur ajoutée, il faut expérimenter. Expérimenter avec des succès, bien sûr, sur lesquels on surfe, et il y a beaucoup de succès dans cette expérience, mais surtout travailler sur les échecs, les petits échecs rapides, successifs. Ce sont les seuls qui sont capables de faire maturer l'idée et la transformer en une véritable innovation. Et donc je leur ai proposé de transformer la classe en start-up et je leur ai dit voilà, je ne suis plus votre professeur, je deviens un DG, je vais monter ma boîte. C'est une entreprise qui va créer de la connaissance. On va travailler en business unit, en département. On a fait des équipes, on les a castées, c'est-à-dire que dans chaque équipe, on a mis des bons, des moyens et des mauvais élèves en génétique. Et j'entends bien bons, moyens et mauvais juste par le niveau scolaire, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont adaptés ou pas au système éducatif, sachant qu'ils sont tous bons dans quelque chose ou mauvais dans d'autres choses. On les a fait travailler. Ils ont produit les cours, ils les ont écrits, ils les ont dispensés, on utilise des tableaux, on utilise des représentations, on écrit même sur les murs, ils produisent ces chapitres et ils échangent. Bref, le travail fonctionne avec des exercices que l'on a inventés ensemble, qui portent des noms un peu particuliers.
Bon, je n'ai pas le temps d'expliquer dans le détail, mais nous faisons des QCM inversés, QCM intelligents, nous faisons des battles, des ping-pong, des karaokés, des tableaux tournants, nous faisons des types de serious games, de ludification, tout ça dans le cours. Les étudiants construisent le cours de génétique et depuis 4 ans que cette expérience a lieu, la production du groupe n'atteint pas 100% de la connaissance, mais elle atteint au moins 70, 80, 90, le pourcentage qu'habituellement des étudiants comprennent lorsque le prof leur dispense le cours. Et puis, je leur ai dit, vous savez, peut-être que vos parents vous l'ont dit, mais il y a un adage qui prétend que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Eh bien moi je vous propose aussi de devenir mes professeurs. Vous êtes 40 étudiants, vous avez 80 hémisphères cérébraux, vous allez pouvoir travailler ensemble différemment. Devenez les enseignants et je deviens le seul élève de la classe. Et nous le faisons. Depuis 4 ans, il n'y a plus qu'une seule personne qui rentre chez elle avec des devoirs à la maison, c'est moi. Les étudiants construisent les cours, ils les testent sur leur seul étudiant. Bien sûr, certains étudiants m'ont dit « mais vous êtes l'expert, nous ne connaissons pas la génétique aussi bien que vous. » Oui, mais vous êtes 80 hémisphères cérébraux, je vais vous apprendre à travailler ensemble avec des méthodes de coworking, de co-design. Vous allez multiplier vos compétences, vos connaissances. Donc il y a une méthodologie. Et puis, vous êtes finalement dans la situation d'un prof qui aurait 40 cerveaux et en face de lui, une promotion d'étudiants constituée à 100% du meilleur élève de la classe. Puisque je connais la génétique presque par cœur. Donc testez votre cours, testez vos questions sur moi, ce qu'ils font en m'interrogeant, moi en jouant le jeu. Les étudiants devenant des constructeurs de cours s'échangent entre eux de l'information et moi en les regardant et en les évaluant, je peux leur mettre des notes collectives, je les responsabilise, des notes individuelles, et surtout, je peux les noter autrement que par des connaissances. Je peux noter, par exemple, leurs compétences, la capacité qu'ils ont à construire, respecter des livrables. Après tout, puisque nous sommes une entreprise, une petite start-up de génétique, on va travailler de manière un peu plus efficace que dans certains enseignements. Et donc, je peux mesurer et annoter, évaluer des compétences comme l'une d'entre elles, particulière, la compétence qui est la plus attendue par les entreprises ou la société, et comme le dit Salman Khan dans un ouvrage « L'éducation réinventée », cette compétence n'est jamais évaluée à l'université ni dans aucune école dans le monde, c'est la capacité qu'a un élève à aider son camarade de classe, alors qu'on sait qu'un élève qui aide son camarade de classe, demain matin, c'est un collègue qui va aider ses collègues, dans l'entreprise ou dans le service. Donc nous notons maintenant les connaissances, les compétences. Cette classe fonctionne. C'est une idée originale, géniale, je ne sais pas, mais originale, et nous l'expérimentons. Les étudiants deviennent acteurs de la pédagogie, mais en même temps, ils participent à l'innovation. Dans un cours classique, et comme je l'ai dit au départ, que je ne critique pas parce que j'adore enseigner classiquement, et je continue à faire des cours normaux. Dans un cours normal, quand vous avez des difficultés, et peut-être en entreprise, lorsqu'un expert s'adresse à ses collaborateurs, lorsqu'il y a un problème, et ce sont toujours les mêmes problèmes en pédagogie ou à l'enseignement, vous parlez trop vite, il y a trop d'informations, on n'a pas le temps de travailler, ok, alors que faisons-nous? Mais monsieur, c'est votre méthode, c'est votre cours, c'est à vous de trouver la solution. Alors qu'en innovation pédagogique, puisqu'ils prennent part à la transformation, à chaque fois qu'il y a un problème, ils proposent des solutions. J'ai toujours 20% de problèmes, mais ce sont des problèmes différents et les étudiants prennent part à cette transformation. Une idée créative, la créativité, l'idéation, ne donnera une innovation, c'est-à-dire la rencontre de l'idée avec la main de l'utilisateur, l'usager, le client, le collègue, créant de la valeur ajoutée, que si vous luttez d'abord devant la première barrière, le « yes, but ». Génial ton idée. Mes collègues m'avaient dit, elle est trop forte ton idée, mais tu vas avoir tel type de problème, c'est pas possible, voire même tu n'as pas le droit de le faire. En l'expérimentant avec les étudiants, cette méthode évolue et depuis 4 ans, si vous venez dans ma classe et dans d'autres, puisque je ne suis pas le seul à la faire, vous vous rendez compte que les améliorations que l'on a réussi à mettre en place viennent toutes de l'idée des utilisateurs. Et cette classe évolue chaque année, chaque semestre. Donc l'innovation pédagogique, ce n'est pas seulement l'aboutissement. L'innovation dans vos entreprises, qu'elles soient de services, de produits ou de relations humaines ou ressources, comme on dit, provient de la façon dont les usagers, ensemble, l'expérimentent et la font maturer. Pour terminer, il ne s'agit pas seulement de faire de l'innovation seul, mais en équipe. Donc nous avons déjà, ensemble, à l'université, monté des groupes d'ateliers pédagogiques.
où d'ailleurs de manière très intéressante les entreprises participent. Nous publions sur des blogs et dans des réseaux sociaux les réactions positives et négatives des étudiants. Bizarrement, pour un appel d'un académique, d'un prof, d'un directeur d'établissement ou d'un doyen, je reçois 4 à 5 appels d'entreprises, DRH, DG, managers, parce qu'ils se disent, si un enseignant est capable de sa posture de sachant, d'expert, de faire confiance à un groupe de telle manière, sans doute qu'un directeur, un manager pourrait imaginer, pas forcément de remplacer sa hiérarchie, ou de la renverser, mais de tenter ces expérimentations. Le mot-clé de cette expérience et de ces expériences, celui que je placerai en premier, c'est le mot confiance. Ceci est impossible à réaliser si vous ne faites pas confiance aux autres, si les étudiants ne vous font pas confiance, s'ils ne se font pas confiance en eux. Bref, si vous n'avez pas aussi confiance en vous, la confiance. Le deuxième, oser sortir de sa zone de confort, prendre des risques. Comment transformer une idée créative en innovation si on n'ose pas prendre des risques? Ne pas avoir peur des risques, parce que les risques, petits, rapprochés, sur lesquels on réagit, sont les seuls qui permettent de faire de l'innovation. Voilà, cette histoire continue. Nous sommes maintenant très nombreux à l'expérimenter, pas sous la forme de classe renversée, mais sous beaucoup d'autres formes. Inversée, carte mentale, Wikiradio et autres. Et nous avons créé, il y a 2 ans, elle a démarré cette année, mais 2 ans d'activité, une design school, qui est aussi une innovation à l'université, une plateforme de design thinking pour permettre aussi à des enseignants, des professeurs, mais des entreprises, des institutions, voire même des politiques et autres, de pouvoir créer ensemble de nouvelles idées et de les expérimenter pour les transformer en innovation. Voilà, je suis toujours un professeur de génétique, j'enseigne toujours avec plaisir, mais peut-être que je ne suis plus aussi normal qu'avant. Merci. Merci Jean-Charles, et nous allons vous proposer maintenant de prendre une dizaine de minutes pour reconstruire quelque chose autour des 3 interventions que vous avez eues, qui parlent toutes un petit peu de la même chose, mais de manière aussi un peu différente et avec leurs particularités. Donc ce qu'on vous propose là, c'est se prendre 10 minutes avec votre voisin, votre voisine, pour essayer de voir quel rapport vous faites entre ce que vous avez entendu et ce qui est un peu votre quotidien, ce qui est peut-être votre préoccupation, vos centres d'intérêt et votre métier de dirigeant, de manager par rapport à vos équipes. Voilà, donc 10 minutes, et après on libérera un temps aussi, bien sûr, pour que ces réflexions puissent être exprimées et en même temps partagées, et évidemment avec une interaction avec nos intervenants. Merci. Oui, bonsoir, Alexis de Lille. J'ai une question pour David Lerebourg. En quoi ton école est-elle différente des écoles qui pratiquent la pédagogie Montessori? C'est la question. Écoute, moi excuse-moi, j'ai une réponse toute faite parce qu'effectivement on nous pose beaucoup cette question. Alors j'ai souvent l'habitude de dire qu'une école Montessori c'est une école alternative et que l'école démocratique de Paris c'est une alternative à l'école. Peut-être pour... Ouais, j'ai rien dit. En fait, Montessori a une pédagogie. Nous, on n'a pas de pédagogie. Dans le sens où quelqu'un me disait une école Montessori, c'est une école décorée, l'école telle qu'on la connaît. Et effectivement, sur le fond, c'est vrai. Je ne parle pas de Maria Montessori, que je n'invite qu'à lire et qui a vraiment des propos géniaux, mais les écoles Montessori telles qu'on les connaît aujourd'hui, il y a toujours des adultes qu'on n'appelle pas professeurs mais qu'on appelle éducateurs. Ils ont toujours un programme pour les enfants, et ils font en sorte que les enfants apprennent avec des outils qui sont considérés comme innovants. Nous, on n'a pas cette vocation, nous adultes, on n'a pas un rôle d'éducateur ni d'encadrant. On n'a aucun objectif pédagogique pour nos membres, on n'a aucun outil. Voilà, et c'est ce qui fait, je pense, la grosse différence. Je pense aussi la grosse différence, c'est qu'on est totalement égalitaire. C'est-à-dire que moi qui suis à l'initiative de ce projet, aujourd'hui, j'ai pas plus de pouvoir qu'un autre membre de cette école.
D'ailleurs, si un membre de l'école aurait voulu être à ma place, il aurait pu l'être. Voilà. Et ça, vous ne retrouverez jamais ça dans une école Montessori. Une autre question? Une question qui s'adresse plutôt à Monsieur Caillé. Je fais l'inverse de ce qu'on fait ici à l'APM, puisque moi je dirige un établissement scolaire dans lequel il y a 2000 élèves. Et je suis un lecteur assidu de vos blogs sur EducPro. Ce que j'observe dans mon établissement, c'est que toutes les règles classiques sur la conduite du changement qu'on apprend pour l'entreprise, on a un mal fou à les appliquer. Et vous avez insisté sur un truc qui me paraît fondamental, c'est le changement de posture de l'enseignant. Et la difficulté, c'est que le système de formation et de sélection des enseignants les rend difficilement compatibles avec ça. Est-ce que, de votre expérience, quels sont les leviers qui nous permettraient d'être optimistes par rapport à cette conduite du changement dans l'attitude des enseignants ? Alors merci de lire mes blogs. Je vais donner quelques éléments de réponse parce que je ne suis pas sûr d'être capable et qui est capable de répondre complètement à cette question, mais c'est sûr que le changement de posture, c'est quelque chose d'important. Par exemple, un professeur, de sa formation par rapport à ses diplômes, ou je vais prendre aussi avec l'entreprise, un responsable, un directeur dans une entreprise, un manager, il y a quand même une éducation, il y a quand même une façon de travailler, de s'organiser qui est importante et qu'il ne faut surtout pas négliger. Il ne s'agit pas de tout renverser comme ça, c'est un peu provoquant, la classe renversante, comme pourrait être l'entreprise renversante, mais c'est un peu provoquant, mais c'est pour donner l'idée. Et donc il faut être capable à un moment de se dire, et si à certains moments, j'oubliais un peu que j'étais l'expert. Combien de fois dans une réunion en entreprise ou bien dans un conseil d'établissement ou dans une classe, la parole de l'expert, son expérience, avec toutes les références qu'il peut donner, va éteindre la discussion et puis faire que tout se fasse en transmissif. En fait, on enseigne en 1.0, on peut diriger en 1.0 en étant caricaturaux. Donc moi, je ne sais pas s'il y a des... Et l'éducation, c'est vrai que la formation des profs, c'est un peu compliqué. Ceci dit, il y a beaucoup d'enseignants dans les lycées, collèges, dans des systèmes encore plus rigidifiés par les programmes que l'université, qui font des expériences extraordinaires. Même d'ailleurs, moi au départ, j'avais un peu l'air bête parce qu'au bout de la 3e année d'expérience, quand on me posait les questions, je ne savais pas qui était Maria Montessori, Freinet, je ne connaissais pas tout ça, maintenant on se documente. Donc je pense qu'une des façons de sortir de ça, c'est aussi d'acculturer, d'échanger, que ce soit en entreprise ou à l'école. Souvent on parle du même monde, que les gens leur montrer qu'on peut très bien vaincre ses peurs, tenter des expériences et qu'on ne renie pas pour autant ce que l'on est. Et se mettre en danger un petit peu sur des expériences. Donc par exemple, moi quand je me mets en danger avec ma classe, avec mes étudiants, on peut imaginer qu'un manager dans un département, une business unit ou autre, puisse se mettre en danger à des moments donnés sur des actions particulières. Et quand j'ai dit faire confiance au groupe, ça c'est une autre façon de sortir, d'expérimenter. Faire confiance au groupe, c'est pas juste dire aux étudiants je vous fais confiance, ou le manager ou le directeur dans l'entreprise dire à ses collaborateurs je vous fais confiance. C'est qu'il faut aussi imaginer des méthodologies. Donc si on veut faire travailler des gens ensemble, différents, il faut des méthodologies, ça s'apprend, ça ne se recopie pas, ça ne se clone pas, il faut s'en inspirer. Et si vous allez dans des conférences, si vous montez des ateliers et qu'il y a des choses qui vous inspirent, vous pourriez vous dire tiens, ce genre d'interaction en réunion, ce genre de liberté sur un collaborateur, voilà. Il faut tenter, il faut expérimenter. Mais la résistance au changement, vous savez, ou l'éducation, quelquefois on en fait une force. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas qu'être à 100% innovant, 100% libéré, ça fonctionne, parce que si vous cassez un système complet et que vous créez quelque chose de complètement bizarroïde, vous risquez de tout faire disparaître. Dans ces méthodes-là, qu'elles soient dans l'entreprise ou dans l'éducation, l'enjeu, c'est le maillage, l'interconnexion. Comment vous allez amener des moments d'innovation, de créativité, et comment vous allez les connecter à, je dirais, à ce qui fait le fonctionnement habituel de l'entreprise ou de l'école. Bonjour, moi je voudrais juste partager avec vous un état d'âme questionnant de parents qui avons expérimenté des expériences, enfin une pédagogie alternative. J'ai 2 enfants, une fille de 20 ans, un fils de 17, qui ont été à l'école, dans une école anglaise qui a été créée par Jiddu Krishnamurti, qui s'appelle Brookwood Park School, où justement ils pratiquent une pédagogie où ce sont les élèves qui
construisent leur cours en fonction de leur propre motivation. En tant que parent, c'est assez déstabilisant comme méthode parce que il n'y a pas forcément de cadre. Et moi, je me rends compte que je projette sur mes enfants mes propres angoisses d'absence de cadre. Ma fille a terminé sa scolarité, elle fait des études supérieures, les choses se sont vraiment bien passées pour elle. Mon fils a 17 ans, il erre, il ne sait pas, il hésite, il cherche. Construire des cours eux-mêmes, par eux-mêmes entre étudiants, il y a l'accès à l'information, mais pour transformer l'information en connaissance, il manque parfois la passion, l'enthousiasme dont parlait André Stern tout à l'heure. Et en lien avec l'entreprise, en tant que chef d'entreprise, on essaye d'être enthousiaste, mais l'enthousiasme, c'est une énergie qui se cultive, se développe, mais qui n'est pas toujours disponible. Ma question en tant qu'expérimentant de nouvelles pédagogies, comment vous arrivez à être des activateurs d'enthousiasme pour pouvoir être des transmetteurs de savoir? Je vais répondre de manière très courte pour que ça puisse être complémenté. Sur la partie construction des cours, bien sûr, là en 10 minutes, c'est difficile de l'expliquer. Il y a toute une démarche d'accompagnement et d'aide au discernement, le tri, le discernement, la discussion, ce qui n'existe pas dans un cours académique quand on envoie 100% de la connaissance et dont l'étudiant se dit c'est la sainte vérité. Donc là, on les aide à discerner, aller sur Internet, aller dans d'autres sources. D'ailleurs, chose très amusante, pour la première fois au bout de 25 ans, j'ai vu apparaître des livres dans ma classe. J'avais jamais, 25 ans d'enseignement à l'université, j'avais jamais vu un bouquin. Et là, les étudiants ont commencé à mixer la recherche livresque avec la recherche numérique. Le numérique a ramené le papier dans ma classe. Il y a toute une organisation pour faire des classes de ce type-là, inversé, renversé. La structuration, la façon dont on monte le cadre est vraiment très compliquée. C'est-à-dire qu'on accorde une très grande liberté aux étudiants dans un cadre beaucoup plus strict. Mais évidemment, c'est un cadre, ils peuvent participer aussi à l'évolution de ce cadre. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Sur l'enthousiasme, là, c'est pas juste une expérience qu'on fait avec eux, on leur montre un petit peu les bienfaits et on essaye de leur redonner un peu des façons différentes d'échanger entre eux. Moi, avant, quand je faisais cours 2 heures, je faisais 55 minutes de cours, 10 minutes de pause, 55 minutes de cours. Tout le monde sait qu'au bout de 20 minutes, vous avez tué tout le monde. Un PowerPoint, il faut qu'il fasse 10 minutes. Sur Internet, c'est quelques minutes. Aujourd'hui, ma classe, mes cours, c'est 3 heures non-stop, sans pause. Ils arrivent, les portes sont ouvertes, ils peuvent rentrer. Il y a une organisation. Comme dans une entreprise, ils se responsabilisent. Et donc, quand vous rentrez, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de cadre, mais ils organisent avec l'enseignant le cadre. Donc, quelquefois, ça peut paraître un peu libertaire, on va dire, mais ce n'est pas le cas du tout. Peut-être pour répondre à notre question, en tout cas de mon expérience, chez nous, il n'y a pas de cours, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à nos élèves, nos membres, de construire eux-mêmes leurs cours, en fait. Juste, on leur demande de faire ce qu'ils aiment, de prendre plaisir. Et après, ça peut avoir différentes formes, en fait. Ça peut prendre différentes formes et différents moyens. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a envie de passer toute sa journée à jouer aux jeux vidéo. Il passera toute sa journée à jouer aux jeux vidéo jusqu'à ce qu'il en ait assez. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va lire toute la journée et il passera toute sa journée à lire. J'exagère peut-être un petit peu, mais juste pour vous expliquer jusqu'où on est capable d'aller. On peut avoir quelqu'un qui... dans sa journée, va butiner, va jouer, va prendre un bouquin qui est à disposition d'histoire, va aller voir une vidéo sur YouTube. En fait, c'est là où on laisse cette totale liberté. L'adulte, dans cet environnement-là, n'a pas vocation à être un encadrant, comme je l'ai dit, ni un éducateur. On est peut-être ce qu'on peut retrouver dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, des facilitateurs, ou ce qu'on pourrait appeler des catalyseurs. C'est-à-dire qu'on est à disposition en priorité, parce que nos membres pourraient demander à d'autres membres de les aider. On est en priorité à leur disposition s'ils ont besoin d'une aide pour obtenir une ressource, s'ils rencontrent une difficulté, on est là pour non pas leur apporter la solution, mais pour les aider à sortir de cette difficulté.
C'est la seule chose qu'on leur propose. Voilà. Et peut-être pour aussi répondre à tout à l'heure ce que disait monsieur sur la différence avec Montessori, c'est que voilà, nous, si quelqu'un n'a pas envie de faire de maths, il ne fera pas de maths. Si quelqu'un n'a pas envie d'apprendre à lire, en fait, nous, ça nous est égal. Voilà. Le seul cadre qu'on a dans notre école, parce que la liberté sans cadre, ça virait très facilement et très rapidement au chaos, c'est un cadre qui régit justement la liberté, qui fait en sorte que la liberté de chacun soit respectée. Donc on a, dans notre école, la liberté ne va pas sans la responsabilité. Chacun d'entre nous est responsable de la liberté de l'autre. Et c'est régi par un cadre, des règles de bien vivre ensemble qui permettent justement de s'assurer que l'environnement qu'on l'on propose est bienveillant et sécurisant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Bonsoir, je suis Bernadette de Paris-Montsouris. Je suis ici. J'ai une question qui s'adresse particulièrement à vous, David. Comment voyez-vous leur intégration ultérieure dans des études supérieures et comment voyez-vous leur intégration dans l'économie traditionnelle capitalistique? Alors, moi je la vois très bien. Ce que je vous répondrai, moi quand j'ai passé mon bac, je ne savais pas quoi faire. Donc ma mère m'a dit, passe ton bac et vois après. Voilà, ce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui doivent dire à leurs enfants. Chez nous, c'est vois d'abord et passe ton bac éventuellement. Donc pour moi, le fait de proposer à des enfants d'être libres, de faire leur propre choix, de ne pas rentrer dans un programme et dans un rythme, ça ne veut pas forcément dire que ces individus vont finir tous poètes maudits, artistes peintres ou à faire la manche sous les ponts. Loin de là. Ça veut juste dire que ces gens-là, on va leur laisser la possibilité, et il y a une notion qui est importante, c'est le temps, donc il faut être patient, de découvrir qu'est-ce qui les motive en fait. Quand ils ont découvert ça, ça peut être une motivation pour la médecine, ça peut être, on a une de nos membres qui veut faire Sciences Po. Elle a découvert une passion, elle veut travailler dans l'humanitaire, et pour ça elle veut faire Sciences Po. Donc elle a une motivation extrême, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de la pousser pour faire des révisions, pour apprendre un programme nécessaire pour passer son bac. Elle a juste cette envie-là, et c'est une motivation qui n'est pas pour faire plaisir à papa ou maman ou parce qu'il faut le faire, c'est qu'elle est profondément ancrée en elle. Donc, et cette personne-là, elle va faire des études supérieures. Après, l'intégration dans la société telle qu'on la connaît aujourd'hui, si j'ai créé cette école, c'est pas pour créer des moutons, pardon de l'expression, mais je pense réellement que notre société, elle a besoin de changer, elle a besoin de radicalement changer. Donc si on continue à former des gens qui vont gentiment aller travailler dans des entreprises où ils ne prennent pas de plaisir et continuent à consommer comme on le fait parce qu'on a un manque de sens, donc le manque de sens, on le compense par de la consommation, on va continuer à aller tout droit dans le mur. Donc foncièrement, effectivement, j'ai un peu cet esprit révolutionnaire de penser que les personnes qui passent par nos structures qui, peut-être je le rappelle, je l'ai pas dit, mais ne sont pas nouvelles. La première école démocratique, c'est 1921, vont s'insérer dans la société et par leur comportement, leur relation à l'autre, vont la transformer en fait. Et vont la transformer d'une manière positive. Chez nous, on apprend on se sociabilise, mais d'une manière qui est, je le répète comme tout à l'heure, nos relations ne sont pas basées sur des rapports de force. Il n'y a pas de dominant-dominé chez nous. Il y a juste du sens, du partage, du centre d'intérêt. Une question pour Jean-Charles. Vous avez créé une entreprise pédagogique libérée. C'est ce que j'en comprends. Dans quelle mesure cette entreprise a développé des concepts, un design, des concepts, une méthodologie de travail qui est en expansion, en diffusion plus large au niveau de l'université, voire au-delà de cette université. Je pense que c'est un modèle qui a beaucoup de sens. Mais quelle est la stratégie, si stratégie il y a, de ce regroupement d'étudiants sous l'accompagnement bienveillant de leurs professeurs, de déployer cette approche à un réseau plus large d'étudiants? Merci pour votre question. En fait, l'expérience que j'ai montrée
ce n'est pas 100% de la pédagogie, de la licence ou du master, c'est un module qui fait une trentaine d'heures, à peu près 35, et qui est connecté à des approches classiques académiques. Donc dans ces espaces, un peu d'innovation. Donc je ne pense pas avoir libéré ou créé une licence libérée, juste un module qui se fait d'une manière un peu différente. L'intérêt étant de ne pas juste faire quelque chose de trop révolutionnaire uniquement pour que ce soit révolutionnaire, mais comment on peut lier ce genre d'approche avec des approches académiques. Donc nous, dans nos expériences, on n'essaye pas de transformer ou de libérer à 100% l'organisation, on essaye de créer des façons de travailler très différentes en osant faire des choses incroyables et en le connectant à de l'enseignement classique. Les entreprises qui nous contactent, avec lesquelles on travaille sur des projets de ressources humaines, ou plus loin, d'innovation produits-services, puisqu'on a aussi des programmes avec des élèves ingénieurs là-dessus, ne veulent pas transformer à 100% leur mode de management, ne veulent pas transformer à 100% la transformation de leurs produits ou services. Par contre, elles se disent comment ces innovations peuvent être inspirantes et donc pas forcément libérer l'entreprise de manière totale, mais la libérer en partie, ou en tout cas libérer certaines forces. Par exemple, moi je vois des étudiants qui sont capables d'accomplir des choses avec ces méthodologies alors qu'ils sont strictement incapables de le faire dans des approches classiques. Imaginons des collaborateurs d'entreprise dans la même situation. Il y a 2 ans, on m'a donné 25 étudiants en plus et on m'a dit ça serait bien que tu puisses les inclure à ton cours de génétique, mais on te prévient, ils ont un niveau bien moins bon que les autres, parce qu'ils venaient d'une filière plus professionnelle en apprentissage, et on m'a demandé de les mixer avec des élèves ingénieurs d'un niveau plus élevé. J'ai intégré ces étudiants en les dispatchant par équipe. Il y avait le casting, la façon dont on constitue les équipes quand on fait du collaboratif est fondamental. Il faut constituer des équipes avec des forces complémentaires et il faut donner une méthode. Donc ce n'est pas non plus quelque chose qui est complètement à liberté 100%, il y a une véritable méthode. Et l'un de mes étudiants, je m'en rappelle très bien, le premier jour il est venu me voir, il m'a dit « Monsieur, vous savez, votre méthode, ça va être compliqué parce que nous on est 5 dans la promo, on n'a plus fait de génétique depuis 4 ans, franchement, je ne sais même pas ce que c'est qu'une molécule d'ADN. Alors quand je vois le programme, pour moi ça va être compliqué. On en a mis un dans chaque équipe et on a laissé le semestre fonctionner. Au bout de 3 mois de cours, cet étudiant, il était au tableau et il était en train de dessiner un schéma. Donc moi je m'approche de lui et je le regarde sans rien dire. Et il me dit c'est faux, c'est bon ce que j'écris, vous avez l'air étonné. Je dis non, mais qu'est-ce que tu fais? Ah ben là, je suis en train de dessiner le mécanisme de régulation de l'opéron-lactose dans telle espèce de bactérie, en présence ou en absence de glucose, et la façon dont les protéines se fixent sur le promoteur pour empêcher, etc. Et je le regarde et il me dit pourquoi c'est pas bon? Je lui dis non, mais c'est pas toi qui, il y a 3 mois, ne savais pas ce que c'était que de l'ADN? Et il me répond, mais je sais toujours pas ce que c'est que de l'ADN. Sauf que maintenant, j'ai envie d'aller voir ce que c'est, parce que vous m'avez intéressé par ce mécanisme. Je suis intéressé. L'innovation pédagogique, ça peut ramener, quelle que soit la façon dont vous le faites, ça peut ramener des gens dans l'académique. L'innovation pédagogique, quand vous faites une classe renversée, les étudiants viennent vous voir et ils vous disent « Monsieur, s'il vous plaît, pendant 15 minutes, est-ce que vous ne pourriez pas redevenir normal et nous faire juste 15 minutes sur un fondamental ?» Et là, vous avez 100% d'attention. Franchement, toutes les démarches innovantes renforcent l'académique. Ce n'est pas une opposition. Et des élèves ou des étudiants rejetés de certains systèmes, rentrant dans des pédagogies type Montessori, Freinet, ou dans des écoles démocratiques, ou des écoles de business management comme les Team Academy de Finlande qui, depuis 25 ans, diplôment des Bac plus 5 de type HEC, sans aucun prof, sans aucun cours, la dernière année Tour du monde, création d'entreprise. Et il les diplôme, ces élèves. Aujourd'hui, en France, il n'y a qu'une seule université, dans l'Est de la France, qui tente de faire ça, et c'est difficile. Donc, je pense qu'on n'est pas en train de se dire il faut libérer l'entreprise ou l'école, mais il faut offrir des bulles de respiration, faire des expériences, et jamais faire la confrontation entre ce qu'on va appeler des démarches innovantes et des démarches classiques, parce que quand on est au charbon, nuit et jour, ou quand on a un gros problème, c'est pas forcément l'innovation qui, dans un temps très court, va vous résoudre le problème. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on s'arrête là? Deux mains qui se lèvent, mince. Nous, on n'est pas pressés. Vous faites la même. On arrête d'ici 5 minutes. Juste une question fermée pour Jean-Charles. La méthode dont vous parliez, on la trouve sur votre blog?
Moi, je ne suis pas venu faire de la promotion. La méthode, elle est entièrement sur un blog. Vous la trouvez dans des chapitres, etc. Et si vous n'avez pas le courage de parcourir tout le blog, le bouquin sort dans un mois. Ça s'appelle La classe renversée. Mais ça s'appelle surtout l'innovation par les changements de posture. Et je prédis qu'on va en distribuer beaucoup plus dans les entreprises que dans les écoles. Une question pour David. Dans les écoles Montessori, même si jamais elles ont une formation totalement différente, je crois qu'elles sont quand même contraintes de se maintenir au niveau de l'éducation nationale, et donc au moins de faire une évaluation par an. Et quand je vous entends, j'ai pas l'impression que ce soit le cas chez vous. Comment est-ce que ça se passe? Merci pour la question. Alors en France, l'école n'est pas obligatoire. C'est l'instruction qui est obligatoire. Donc, quand j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose non plus. Toute école, qu'elle soit publique, privée hors contrat ou privée sous contrat, est inspectée par l'éducation nationale. École qui est reconnue par l'éducation nationale est inspectée. Et qu'est-ce qui est inspecté? C'est pas les enfants, c'est pas les élèves, c'est les moyens qui sont mis à disposition des enfants pour acquérir ce fameux socle, ce qu'on appelle le socle de compétences et de connaissances qui fait l'instruction en France. Donc il n'y a pas d'évaluation, en tout cas une école n'a pas obligation à évaluer ses étudiants en fait, juste à fournir les moyens nécessaires pour acquérir des compétences et des connaissances. Donc si aujourd'hui vous avez des écoles qui font des évaluations, comme 100% des écoles publiques font des évaluations, elles ont le droit, mais nous on a le droit de ne pas faire d'évaluation. D'autres questions? Moi j'ai une petite question. Je suis là. On voit. Merci pour votre témoignage. Juste par rapport à une expérience, moi j'ai vécu 2 ans sur un bateau à l'âge de 10 ans, dans une école qui s'appelle Écolier sans tablier, parce qu'on n'avait pas de tablier. Et ensuite, mes parents m'ont envoyé chez les jésuites, donc j'ai vécu l'inverse. Je ne sais pas si je cherchais du cadre ou pas. J'ai été du coup chez les paras. Bon, ça s'est pas bien passé non plus. Et ainsi de suite, jusqu'à aimer beaucoup l'école. Et je me pose une question, c'est que j'ai l'impression, donc je suis entrepreneur, et j'ai 6 enfants aussi. Et j'en ai 4 qui sont dans une école hors contrat, dont on pourra parler plus tard. C'est pas Montessori, c'est Elisabeth Nutt, que vous devez connaître. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, notre génération, donc je suis Y, elle cherche à grandir parce qu'elle se cherche. Et que finalement, la question c'est, est-ce qu'on ne grandit pas en se cherchant en permanence? Est-ce que l'entreprise, demain, on vivait sur un modèle économique aujourd'hui, est-ce que ça va pas être son nouveau métier, son rôle de faire grandir? Je vais, de manière aussi très courte, j'espère vraiment qu'en nous écoutant, dans ce temps qu'on a passé ensemble, à chaque fois qu'on a prononcé le mot école, vous avez pensé à entreprise. À chaque fois qu'on a prononcé le mot enseignant ou professeur, vous avez pensé à cadre, dirigeant, responsable. À chaque fois qu'on a prononcé le mot élève ou étudiant, vous avez pensé à collègues, collaborateurs, etc. Parce que sinon, on pourrait parler de mondes différents et je ne voudrais vraiment pas, ça serait un peu dommage. Bon, je pense que ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes, mais de se dire, tiens, j'ai appris beaucoup de choses sur l'éducation, les enfants, mais les futurs étudiants, parce qu'on est en train de parler de l'entreprise ici, on est en train de parler des relations entre les gens, de la façon de recréer du lien. Et quand je dis qu'on est appelé, nous en tout cas, depuis qu'on a monté cette design school, on est appelé tous les jours, et que pour un appel de professionnels de l'éducation, on est appelé par 4, 5 à 6 professionnels dits de l'entreprise, le monde du travail. Moi j'ai aimé dans ton intervention ces mots incroyables de dire il y a le monde de l'éducation et il y a le monde du travail, comme si on passait de l'un à l'autre. Aujourd'hui, l'éducation, elle est professionnalisante. Il faut regarder ce qu'on fait dans les écoles, les classes, quelles que soient les pédagogies. C'est professionnalisant. On travaille sur des apprentissages par projet. Il y a quand même des transformations dans l'éducation. Donc, elle est professionnalisante. Et franchement, les élèves, les étudiants sont des professionnels. Et l'entreprise, elle est apprenante. L'entreprise, c'est une école. Regardez un peu.
vos propres entreprises ou visitez-en d'autres, des fois dans les comportements, la façon de... Regardez ce que c'est qu'une réunion, par exemple un COMEX, un CODIR, comment ça peut fonctionner, des fois ça ressemble à une classe. Et la formation continue. On est contacté par des tas d'organismes de formation continue ou d'organismes d'expertise qui se disent, mais même jusque dans le moment où des collègues d'entreprise, on les amène sur de la formation, on leur ressort des choses de type classique, c'est-à-dire on va vous apprendre des choses intéressantes par l'expertise et on commence par 50 slides et des PowerPoint qui n'en finissent plus. Donc je pense qu'on est en train de parler de la même chose. Je pense que toutes les expériences d'innovation pédagogique que vous voyez, quel que soit leur niveau, des plus complètes aux plus mitigées ou mixées, elles doivent être inspirantes pour l'entreprise. Et moi, peut-être pour répondre à votre question, je vous invite à regarder peut-être les dernières enquêtes françaises sur le taux d'engagement des salariés. Et donc, juste peut-être pour dire, est-ce que les entreprises ont le choix aujourd'hui de ne plus considérer l'espace entreprise comme un lieu qui doit être un lieu d'épanouissement en fait, et non plus un lieu où on presse l'humain pour ça, je pense que ça atteint ses limites dans les années 2000. On est arrivé à ce paroxysme et aujourd'hui, vu le fort taux de désengagement des collaborateurs en France et cette génération qui n'a plus du tout envie d'être managée comme nous on l'a été, managée ou incentivé comme nous on l'a été, je pense que les entreprises n'ont pas le choix en fait. Vous n'avez plus le choix. Comme l'école n'a plus le choix non plus de se réinventer, vu l'écart de plus en plus grand entre un monde professoral de plus en plus en mal-être et une génération qui n'a plus envie d'avoir un adulte qui lui dit quoi faire, comment le faire, avec qui le faire. Voilà. J'ai cette idée là. Dernièrement, il y a une décision qui a été prise d'interdire les téléphones portables dans les classes. Donc je trouve ça intéressant pour maîtriser la classe, mais le téléphone portable c'est un outil. Je connais une professeure qui m'a raconté en pleurant parce qu'elle était dépressive, une professeure de collège à Villiers-le-Bel. Je ne sais pas si vous êtes dans la région parisienne, mais Villiers-le-Bel c'est une zone où elle était en train de faire un cours d'expliquer qui était Balzac. Donc elle faisait son cours sur Balzac et à un certain moment il y a un jeune de 13-14 ans qui a levé la main et qui a dit: Madame, je ne comprends pas à quoi vous servez, à quoi sert votre cours. Si j'ai envie de savoir qui est Balzac, j'ai mon téléphone portable. Donc aujourd'hui, l'information, elle est plus détenue par une minorité qu'on appelle professeur ou qu'on appelle manager, elle est détenue par tout le monde. Et donc, il faut savoir se remettre en question. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, ou plutôt tout le challenge qu'ont nos écoles, qu'ont notre système éducatif, quel qu'il soit. Je ne suis pas non plus à faire la promotion de l'école démocratique ou des écoles démocratiques. Et c'est aussi le challenge que rencontrent les entreprises aujourd'hui, de véritablement se transformer pour être pérenne. Nous allons remercier nos intervenants de s'être prêtés au jeu. Merci beaucoup Jean-Charles, merci David.